Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Mercato Idéal. Alors épisode bonus, je vous l'accorde, puisque après avoir traité les 18 clubs de Ligue 1, on s'est immiscé dans l'ensemble des clubs, dans l'ensemble des réalités à la fois économiques, également de l'effectif, avec beaucoup de joueurs qui partent libres. Bref, il y avait tout un concept autour notamment de la gestion financière des clubs. C'est pour ça de base que j'avais décidé de me lancer dans cette série à réaliser du coup les 18 épisodes de Mercato Idéal sur l'ensemble des clubs de Ligue 1. Eh bien, je sors à ce jour un 19e épisode assez bonus sur un club non moins emblématique de notre football français, l'AS Saint-Etienne, qui a été relégué après une saison assez compliquée en Ligue 1, une remontée bien loin des espérances. Kilmer, le propriétaire qui est arrivé au club il y a un an, a un petit peu déçu les supporters, avec certes un mercato avec des dépenses importantes, mais sans plus. Savoir qu'en dehors du transfert de Stassin et Davitashvili, l'ambition portée par Kilmer Sport s'était peu fait ressentir. Donc là, si on doit parler un petit peu du contexte club, on peut dire que Kilmer a aussi envie un petit peu de se racheter et de frapper fort en essayant une remontée directe en Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'en premier point, j'ai mis réagir vite après la descente. La saison a été compliquée, surtout sportivement. Ni Olivier Dalloglio ni Eirik Horneland ne seront parvenus à panser les plaies de cet effectif stéphanois qui à mes yeux est très hétérogène, à savoir avec des joueurs qui sont réellement capables de porter toute l'équipe, notamment sur le plan offensif, et d'autres joueurs qui sont plus à un niveau Ligue 2 si ce n'est national et qui plombent un petit peu tout ce qui est fait de bien, peut-être dans l'entrejeu, peut-être un peu plus haut sur le terrain, notamment sur l'aspect défensif. J'inclus encore des joueurs qui sont présents dans l'effectif stéphanois. Je pense au gardien Gauthier Larsonneur qui pour moi en Ligue 1 affiche des limites qui sont trop importantes. On l'avait vu avec Brest. 4 ans plus tard, ça s'est confirmé avec Saint-Etienne. Larsonneur reste un bon gardien globalement de Ligue 2, mais quand il faut passer à l'étape du dessus, c'est plus compliqué. Je pense évidemment aux latéraux qui auront vraiment formé, pour moi, les 30% du problème défensif au moins de la SSE entre Denis Sapia. Léo Petro a plutôt mieux fini la saison, mais globalement ça a été compliqué aussi. Et ça sans parler même de Ivan Masson et encore pire de Pierre Cornu qui était arrivé du Maccabi Haïfa l'an passé. Bref, il y a beaucoup d'échecs dans cette défense, même dans la charnière. On aurait pu espérer mieux, notamment d'Abatou Binsika ou de Abdelhamid qui auront été des véritables flops dans le Forest. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner cette saison. En tout cas, Kilmer a envie d'afficher ses ambitions forte avec un mercato digne d'un club de Ligue 1 aux finances saines, avec un investissement fort alors que Saint-Etienne va jouer en Ligue 2. Donc c'est un petit peu ils font un peu tapis, c'est-à-dire qu'ils réinjectent beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser ce mercato. Je trouve que niveau timing c'est plutôt intelligent parce qu'on arrivait aussi à une fin de cycle pour beaucoup de joueurs de l'effectif, donc réinvestir pas mal d'argent, ça veut aussi dire requantifier et apporter de la nouvelle qualité dans cet effectif là. J'ai parlé de vers une union sacrée, ça c'est le projet que s'est donné Kilmer avec la direction en place à Saint-Etienne. On sait que Saint-Etienne est un club très populaire, c'est historique, ça ne bougera jamais certainement, et c'est difficile pour la SSE de mener un projet qui n'est pas entièrement validé par ses supporters. On sait que Geoffroy Guichard c'est le poumon vraiment de cette équipe, et voilà, il faut une union sacrée à Saint-Etienne pour qu'un projet soit mené à bien. Donc voilà, en corrélation avec le centre de formation, une équipe qui sportivement performe et corresponde à l'ADN du club, et aussi du coup forcément des supporters qui valident ce qui est fait et qui se donnent corps et âme, qui supportent tous sans exception le projet. Et c'est ces trois aspects-là qui mis ensemble forment la réussite et les beaux jours finalement de l'AS Saint-Etienne. Donc là, les supporters pour l'instant doutent encore de Kilmer Sports, et il y a de quoi. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux, notamment au mercato hivernal où Saint-Etienne était déjà dans la merde. On aurait pu s'attendre à avoir un mercato un petit peu plus ambitieux, alors pas forcément comme Rennes l'avait fait avec un recrutement XXL, mais à moindre mesure avec des coups un petit peu mieux pensés. Malheureusement ce n'est pas le cas. Et Saint-Etienne est redescendu en Ligue 2 directement, sans passer par les barrages, relégation directe. Je pense malgré tout qu'au vu de l'effectif actuel, du recrutement qui est fait par Kilmer, je pense que Saint-Etienne devrait remonter en Ligue 1. Et ça va être là aussi tout l'objectif de mon mercato idéal, c'est de effectuer un recrutement fort qui soit dans la lignée des ambitions de Kilmer pour permettre à la SSE de remonter en Ligue 1 directement, éviter de faire 2-3 ans vraiment une remontée directe et après on s'installe en Ligue 1, on ne bouge plus.
des ventes intelligentes, dans le sens où j'avais parlé des fins de cycle, mais la descente en Ligue 2 fait aussi qu'il y a des joueurs qui ne se voient plus du tout à Saint-Etienne, qu'il faudra donc vendre, essayer de vendre à bon prix. Ils sortent d'une saison en Ligue 1 et pour la plupart, enfin pour quelques-uns, conservent une bonne valeur marchande, donc l'idée c'est d'en tirer profit dès cet été pour récupérer un petit peu de fonds à rajouter en plus de l'investissement de Kilmer Sports pour vraiment effectuer un recrutement fort, intelligent et bien pensé pour la Ligue 2, laisser de la place aux jeunes. Saint-Etienne c'est aussi un centre de formation important. Mathis Amougou par exemple a quitté le club dès l'hiver après une première partie de saison assez mitigée. Peut-être qu'on n'est pas sur le plus grand cru de l'histoire de l'AS Saint-Etienne comme il pouvait y avoir il y a quelques années, notamment en défense avec William Saliba, Wesley Fofana qui sont sortis du centre de formation stéphanois. Néanmoins il y a toujours du talent au sein de la formation, il y a des hommes forts dans l'académie de Saint-Etienne qui ramènent de jeunes talents. Je pense à Dylan Nguessan, je pense à Ayman Aiki. C'est des jeunes sur lesquels voilà, on doit essayer de leur trouver une place ou du moins de les intégrer dans le projet. Pour certains autres jeunes ce sera des prêts, mais à voir en tout cas, il faut les prendre en considération. Et puis le recrutement de jeunes à potentiel, Saint-Etienne en a fait aussi un petit peu sa marque de fabrique depuis quelques années, les recrutements un peu à la Lucas Tassin. L'idée voilà, c'est d'effectuer des coups un peu similaires à celui-là, à savoir aller chercher des joueurs assez jeunes qui commencent à pointer le bout de leur nez en professionnel ou qui commencent à se révéler, et l'objectif c'est qu'ils continuent à progresser au sein de l'AS Saint-Etienne pour évidemment être valorisés davantage, être revendus plus cher et surtout apporter des buts, des passes D, des performances sportives qui correspondent à tout ça. Donc voilà. On attaque le mercato stéphanois et il y a du boulot, notamment avec les fins de contrat. Je parlais d'une véritable fin de cycle, notamment celle de l'année post-descente en Ligue 2, la première, qui remonte à 2-3 ans désormais. Il y a pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat, qui arrivent en fin de cycle même sportivement, qui commencent un peu à s'essouffler dans ce projet-là. C'est le cas d'Anthony Briançon, qui a d'ores et déjà quitté le club libre et qui retourne un petit peu plus au sud, du côté du Pau FC dans le Béarn. Je pense que la Ligue 2 peut lui faire du bien, souhaitons-lui de se relancer. Moi je me souviens d'Anthony Briançon à l'époque où c'était le leader et capitaine de la défense nîmoise. J'adorais ce joueur. C'est vrai que je sais pas si c'est ses blessures, si c'est autre chose, mais voilà, c'est vrai qu'il est assez méconnaissable par rapport au défenseur qu'il était à 25 ans. Donc là, ça fait déjà au moins 5 ans que c'est plus compliqué. À Saint-Etienne, finalement, il n'aura jamais su s'imposer comme étant le leader qu'il aurait dû être. Donc voilà, Anthony Briançon qui, va retourner en Ligue 2, mais non pas avec Saint-Etienne, avec le Pau FC, qui sera donc un adversaire de la SSE la saison prochaine. Ibrahima Sissoko, attaquant du coup qui avait plutôt brillé, que ce soit avec Niort ou avec Sochaux, qu'il y était arrivé à Saint-Etienne, qui aura fait du bien en Ligue 2. C'est typiquement le profil bon en Ligue 2, beaucoup plus en difficulté en Ligue 1. Je pense que c'est un peu comme l'Arseneur. En Ligue 2 il arrive à enfiler les buts, en Ligue 1 c'est plus compliqué. C'est un attaquant assez malin, très peu académique, pas forcément très élégant à voir jouer, mais assez efficace, et c'est finalement aussi pour ça peut-être qu'il garde une certaine cote sur le marché. Il rejoint donc Bochum libre, donc c'est en deuxième division allemande. Bochum vient d'être relégué en D2 allemande, mais au moins voilà, il rebondit quand même dans un club avec un minimum d'ambition. Donc tant mieux, voilà, il reste pas sans club longtemps, il se retrouve un projet même pour Briançon, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour ces joueurs-là. Ibrahim Awadji, lui par contre, est toujours sans contrat, il était arrivé de Karabag à l'époque, il a rendu quelques fiers services, je pense évidemment à son but la saison passée en barrage face au FC Metz qui aura permis à Saint-Etienne de remonter en Ligue 1 au terme de cette double confrontation. Et puis un autre départ de joueur libre, Younis Abdelhamid, qui avait été recruté pour apporter toute son expérience Ligue 1 à la SSE, qui finalement aura fait 7 mois limite en tant qu'entraîneur adjoint, tellement il ne jouait plus du tout, parce que sur le terrain c'était pas du tout ça. Donc voilà, il aura quand même plutôt marqué la Ligue 1 ces dernières saisons en alignant de bonnes saisons avec Reims. Autant à Saint-Etienne, ça a vraiment été compliqué, son année est assez catastrophique. Il devrait s'engager au Maroc du côté de Rabat, je crois que c'est déjà fait. On poursuit avec d'autres fins de contrat, des joueurs un petit peu plus jeunes, le jeune Darling Bladi qui est arrivé en fin de contrat, qui va rejoindre dans un premier temps l'équipe réserve du Betis Séville en espérant atteindre l'équipe première qui joue en Liga espagnole. Le Betis c'est une équipe assez ambitieuse même, qui joue les premiers rôles en Espagne, donc voilà, il devrait progresser en Espagne. C'est dommage pour la SSE de tirer aucun profit de la vente de ce jeune joueur formé au club. Louis Mouton, pareil, formé au club, qui lui après plusieurs prêts en Ligue 2 semblait
semblait à quelques moments dans la saison, notamment juste après l'arrivée d'Eric Horneland, enfin prendre la mesure de la Ligue 1. Finalement, c'est vite retombé. Il fait partie des joueurs assez moyens de cet effectif-là. Néanmoins, il va rester en Ligue 1 puisque Angers, qui a très peu de moyens pour recruter, a saisi l'opportunité de l'enrôler pour 0 €, puisqu'il arrive libre. Donc voilà, il va rester en Ligue 1 du côté d'Angers. Léo Petro, lui, j'aurais plutôt bien aimé le conserver, mais la réalité est visiblement différente. À Saint-Etienne, on souhaite un vrai renouvellement d'effectifs assez complet, et Léo Petro n'y échappe pas. Il s'est engagé librement en 2e division espagnole à Elche. Je pense qu'il aurait rendu encore de fiers services en Ligue 1, surtout là sur les 6 derniers mois, où je l'ai trouvé vraiment bon avec Horneland. C'était le seul latéral, je trouve, stéphanois à avoir été par séquence, pas tout le temps, mais par séquence au niveau de la Ligue 1. Et puis le gardien Boubacar Fall, que j'ai quasiment jamais vu jouer, je crois qu'il était 3e gardien, qui quitte le club libre et qui n'a toujours pas trouvé de nouveaux points de chute. Il est donc libre de s'engager où il le souhaite. On attaque désormais les départs, donc là c'est plus des départs libres, c'est des départs qui devraient rapporter de l'argent. Alors il y a malgré tout certains joueurs où on peut se douter qu'il y aura des départs sans forcément d'indemnité de transfert, parce que l'intérêt pour Saint-Etienne est surtout de s'en débarrasser. Lamine Fomba, c'était un petit peu le cas, mais finalement la SSE devrait en tirer environ 500 000 €. Je crois qu'il rejoint la Suisse, c'est le club de Servette, donc à Genève. Donc bon, Lamine Fomba... Ouais, je pense que c'est un peu pareil que beaucoup de joueurs de Saint-Etienne finalement, correct en Ligue 2 et en Ligue 1 ça l'a jamais fait. Même à l'époque de Nîmes, Lamine Fomba ça a toujours été compliqué. Alors il a un gabarit qui en impose pas mal, mais finalement c'est un petit peu... c'est un petit peu toutes ses qualités, parce que techniquement balle au pied c'est très très compliqué. Donc ouais, en numéro 6 en Suisse ça peut le faire, parce que c'est vrai que le championnat suisse est bien inférieur à celui de la Ligue 1, donc c'est ce qui me laisse penser que il peut se relancer là-bas. Mais en tout cas avec la SSE, avec le nouveau projet qui est en place, c'est assez évident finalement qu'il n'y trouve pas sa place. Mahmoud Bentaïg, lui je l'ai quasiment jamais vu jouer. Je sais juste qu'il a quitté le club pour 1 million d'euros, je ne sais même plus pour rejoindre quelle équipe. Mais voilà, en tout cas je crois que c'est en dehors de l'Europe. Mais tant mieux, parce que Saint-Etienne parvient à récupérer 1 million d'euros, je crois qu'il est milieu de terrain. Donc voilà. Pierre Cornu, alors lui, il fait partie des joueurs sur la vraie photo de famille des flops du recrutement stéphanois l'an passé, arrivé du Maccabi Haïfa. Il aura joué un petit peu, on aura compris qu'il n'était pas au niveau, il aura vite été mis de côté au profit de Léo Petro sur le couloir gauche. Donc il a été revendu dans son ancien club, il me semble, au Maccabi Haïfa, pour environ 850 000 €. C'est plutôt heureux pour la SSE de tirer ce prix-là d'un joueur qui sort d'une saison quasiment blanche et très décevante. Ivan Masson, lui, il y a une période, j'ai vraiment apprécié ce qu'il faisait, notamment quand il s'est révélé au tout début, quand Saint-Etienne avait Ivan Masson sur le couloir droit, et à l'époque c'était Mouefek, je crois, sur le couloir gauche, ou l'inverse, je me souviens plus, mais voilà, je me souviens notamment qu'il avait, il me semble, inscrit un but magnifique face à Nantes en 2020 ou 2019, pleine lucarne, magnifique. Donc voilà, Ivan Masson, à ses débuts, je le trouvais prometteur, finalement... C'est vite retombé. Bon, pareil, il a marqué en barrage l'an passé pour permettre à Saint-Etienne de remonter en Ligue 1. Mais en Ligue 1, pareil, très compliqué, comme pour beaucoup des latéraux stéphanois. Ivan Masson, lui, il a failli rejoindre justement le Servette Genève FC, mais ça ne l'a pas fait au dernier moment. Je crois qu'il il manque soit un problème à la visite médicale, soit un problème d'accord. Moi, soit j'essaierai de résilier son contrat, soit je le laisserai partir sans aucune indemnité de transfert, mais dans l'idée, je pense que Saint-Etienne ne pourra quasiment rien en tirer. D'autres départs un petit peu plus onéreux, alors c'est pas le cas de Dylan Batubinsika, qui lui est également sur les photos de famille des pires joueurs, je pense, de l'an passé, défensivement beaucoup trop facilement pris à revers. Pourtant, quand tu regardes le joueur avec les caméras Ligue 1, tu vois quelqu'un de costaud. Il a en plus de ça, je trouve, une tête de joueur fort, quoi. Tu te dis, oh, putain, il est rassurant pour notre défense, ça va le faire. Voilà, il y a pas mal de joueurs comme ça, un peu comme Palois. Tu vois le molosse derrière, tu te dis, alors là, ça va déménager, c'est bon, ils ont un bon défenseur. Batubinsika, c'est très trompeur finalement, parce que très facilement pris dans son dos, placement douteux. Pareil, un peu en Ligue 2, ça l'a fait, mais en Ligue 1, ça ne le fait pas du tout. Donc on l'a vu tout au long de la saison. Le problème c'est que en défense centrale, Abdelhamid était également en difficulté, donc pas le choix. En attendant l'arrivée notamment de Bernauer, on a eu une défense Nadé Batubinsika, Caprillo. Je crois que Saint-Etienne a pris, je sais plus, c'est plus de 70 buts sur la saison, c'est énorme. Et Dylan Batubinsika fait évidemment partie de ces grands échecs là, donc son départ est souhaité, désiré par la SSE, et dans tous les cas il fait pas partie du nouveau projet. Donc voilà, je pense que la SSE peut en tirer environ 500 000 €. Un joueur, enfin un petit peu une note positive, c'est
Benjamin Bouchouari, qui lui, milieu de poche, qui était arrivé à Saint-Etienne lorsque la SSE était descendue en Ligue 2. Il était arrivé pour une bouchée de pain et il va repartir avec un transfert assez important parce que au milieu de terrain, ça a été le meilleur dans l'entrejeu cette saison à Saint-Etienne. Il a un petit gabarit, mais justement, il a le fait qu'il soit assez agile, assez bon dribbleur, qu'il ait une bonne science du placement, que voilà, il sait également très bien se placer. Il sort vraiment d'une saison très correcte. Alors, on ne peut pas dire non plus qu'il a marché sur l'eau en Ligue 1, ce serait mentir, mais il sort d'une bonne saison. Et donc, il a une certaine valeur marchande, à tel point que des clubs turcs seraient intéressés. J'ai cru entendre parler de Trabzonspor notamment, mais aussi de clubs en Ligue 1, assez de bons clubs en Ligue 1 notamment. Donc, je pense que pour environ 5,5 millions d'euros, puisqu'il n'a que 23 ans, il pourrait quitter Saint-Etienne cet été. Et donc, rapporter quand même pas mal d'argent au club. Je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de retourner en Ligue 2, surtout que lui a fait partie des 2 années de galère pour pouvoir permettre à Saint-Etienne de remonter. Alors une fois qu'il a goûté à la Ligue 1, que lui en plus de ça a été bon, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de redescendre à l'échelon inférieur. Zuriko Davitashvili, c'est un peu le même combat dans le sens où lui est arrivé en Ligue 2 à Bordeaux. Il a fait des bonnes saisons avec Bordeaux en Ligue 2. C'est un joueur qui a quand même des qualités assez spécifiques, qui peut parfois manquer de régularité, je trouve, qui croque beaucoup d'occasions manquées malgré tout. Il n'empêche des stats, et après avoir fait plusieurs saisons en Ligue 2 avec Bordeaux, il a été recruté l'an passé pour 6 millions d'euros par la SSE au poste d'ailier gauche. Et il a fait une grosse saison d'un point de vue statistique, ce qui fait que sa valeur marchande a monté. Néanmoins, moi je trouve qu'il en a manqué aussi beaucoup, qu'il est irrégulier, et au vu du projet qui essaye d'être mis en place, je pense qu'une vente serait assez logique pour lui cet été. Imaginons il fait une bonne saison en Ligue 2, cette saison avec Saint-Etienne, sa valeur marchande dans tous les cas ne gonflera pas plus. Donc je profite du fait qu'il ait seulement 24 ans pour en tirer 11 millions d'euros. Je pense que l'AS Saint-Etienne peut en tirer ce prix-là, surtout qu'il est international géorgien. Il y a une certaine hype parce que c'est un des pays émergents en Europe d'un point de vue footballistique. Et donc voilà, c'est Zuriko Davitashvili qui pourrait être transféré pour environ 11 millions d'euros. Ayman Aiki, international U20 français qui a manqué de temps de jeu cette saison, qui a été prêté à Bastia sur la seconde partie de saison où il n'a pas non plus énormément joué. Je pense qu'un nouveau prêt en Ligue 2 ou en National serait plutôt bien senti. Je ne pense pas qu'à l'instant T il ait réellement sa place dans le projet ambitieux que souhaite mettre en place Kilmer Sports de remonter. Même si la jeunesse stéphanoise est importante, je vais préférer miser sur d'autres jeunes qui, à mes yeux, ont plus de potentiel, plutôt qu'Ayman Aiki qui lui piétine un petit peu, je trouve, sur les 2 dernières années. Alors il a que 20 ans, Saint-Etienne, voilà, un prêt sans option d'achat, Saint-Etienne compte encore sur lui. Néanmoins, ce serait bien qu'il arrive à faire une saison pleine, même si c'est un échelon inférieur, pour qu'il prenne en confiance, qu'il prenne en repère, parce qu'il a un petit peu du mal, je trouve, à passer le pas pour vraiment s'imposer en équipe première avec la SSE. Les 3 derniers départs, alors Lassana Traoré, lui, est arrivé cet été. Moi, je l'envoie en prêt. Il a seulement 18 ans. Il arrive directement, je ne sais plus c'est dans quel club, mais c'est un club très peu connu dans un championnat très secondaire. On a vu sur les matchs amicaux qu'il avait effectivement ses limites. En même temps, il a que 18 ans. Il fait partie de l'ambitieux projet de Saint-Etienne de faire développer des joueurs. Pour moi, ça passe aussi par des prêts. Au poste de latéral gauche, j'ai d'autres ambitions. Donc voilà, je l'envoie en prêt pour qu'il se fasse les dents en National ou en Ligue 2, si possible, dans un championnat assez quand même, je vais pas dire reconnu, mais assez bien référencé, même si c'est en seconde division, voilà, qu'il soit plutôt en Europe de l'Ouest, qu'on puisse quand même garder un œil sur lui, sur ce qu'il fait. Je ne l'écarte pas du projet, juste je l'envoie en prêt. Donc voilà, le gros départ de l'été, pour moi on ne peut pas y échapper. Au début je souhaitais le conserver tant je trouve ce joueur formidable, c'est Lucas Tassin, qui a 20 ans seulement, sort d'une saison XXL. Depuis janvier, je crois que c'est le 2e ou 3e meilleur buteur de Ligue 1 à seulement 20 ans. Tu rajoutes à ça une faculté à se prendre au jeu offensif entier de Saint-Etienne. C'est pas juste un serial buteur, c'est aussi un joueur qui participe au jeu. Il est très complet, il est international espoir belge. Pour moi, il a quasiment tout. Il suit une progression qui est très précoce, mais qui est très constante aussi. Enfin, je dirais même linéaire, quoi. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il progresse. Il a eu un petit temps d'adaptation en Ligue 1, mais rapidement, on a compris que si Saint-Etienne devait performer offensivement, ce serait avec lui. L'arrivée d'Orneland n'a fait que le bonifier. Son absence en fin de saison a coûté cher à la SSE. Mais voilà, Stassin, tu peux en tirer quasiment 20 millions d'euros. Au vu du marché actuel des attaquants en France, on pense notamment à Mathis Ablin où il y avait une forte valeur marchande. Je pense que Saint-Etienne peut tirer 20 millions d'euros de Lucas Tassin.
Pierre Ecoua, alors lui, visiblement n'était pas au courant que Saint-Etienne avait levé son option d'achat, lui souhaitait retourner à Sunderland, sauf que vu que Saint-Etienne est descendu en Ligue 2, il me semble que l'option d'achat a drastiquement baissé, de base c'était 7 ou 8, ouais, je crois que c'était 6 ou 7 millions d'euros, là ça a baissé en dessous de 5 millions d'euros vu que Saint-Etienne est descendu en Ligue 2, donc la SSE a levé son option d'achat, lui il se retrouve sous contrat avec Saint-Etienne mais il n'a pas envie de jouer en Ligue 2, je crois même qu'il est rentré en conflit ouvert avec le club parce qu'il souhaite pas s'entraîner, etc. Que ça parte, ce type de joueur qui souhaite pas s'investir dans le projet, très loin de l'AS Saint-Etienne, surtout qu'il a une bonne valeur marchande, Saint-Etienne peut faire une plus-value, allez, pour 6 millions d'euros, on le renvoie en Angleterre, ou on le renvoie peu importe où, mais le fait qu'il ait une bonne valeur marchande, que par séquence il était bon, notamment avec Horneland, j'en profite pour m'en séparer le plus vite possible. Tirons du coup un bilan de tous ces départs, parce qu'il y en a eu du coup quand même pas mal du côté de la SSE dans ce mercato fictif, 19 départs au total dont 9 hors groupe. Qu'est-ce que j'appelle des joueurs hors groupe? C'est les joueurs qui n'étaient pas dans les plans d'Airic Horneland sur les derniers mois ou qui étaient en prêt et donc en quelque sorte on ne compte pas réellement sur eux. Donc au total ça fait réellement 10 départs qui sont à remplacer, au total 45,35 millions d'euros de recettes transferts hors les commissions, les primes à la formation, les commissions pour les agents de 10%, etc. Pour l'instant, je n'en prends pas en compte de façon très brute, c'est 45,35 millions d'euros. On a un effectif qui est renouvelé dans le sens où on s'est séparé de tous les joueurs qui étaient un petit peu en fin de cycle, qui traînaient un petit peu du pied ces derniers mois à la Saint-Etienne, qui commençaient à s'essouffler dans ce projet qui se veut pourtant rafraîchissant, jeune, nouveau. Et puis on s'est séparé, je crois que des quasiment 10 plus gros salaires du club. Donc en plus de ça, financièrement, malgré le fait que Kilmer Sports ait envie de taper fort, je trouve qu'on assure aussi une certaine continuité financière, et ça je trouve ça intéressant. Jetons un coup d'œil du coup sur le 11 stéphanois avec tous ces départs qu'on a effectués. Alors il y a déjà eu quelques arrivées, on retrouve Gauthier Larsonneur dans le but. Alors moi je suis pas forcément très satisfait, je serais bien aller chercher un nouveau gardien qui puisse progresser à l'AS Saint-Etienne à ce poste là, surtout que c'est un marché qui est assez vivant cet été. On sait que le marché des gardiens, il y a des années où ça bouge pas trop, il y en a d'autres où ça bouge pas mal. Cette année il y a l'air quand même d'avoir un vrai jeu de chaises musicales. J'aurais trouvé ça intéressant que Saint-Etienne s'y mêle pour se séparer de Gauthier Larsonneur. Je trouve qu'il sort vraiment d'une saison assez cataclysmique en Ligue 1, même si attention, par séquence, il a un petit peu sauvé les meubles, la défense dans tous les cas était aux abois, mais je le trouve léger pour la Ligue 1, alors je pense qu'en Ligue 2 ça va le faire, néanmoins, il faudra penser un moment, si Saint-Etienne veut passer un cap, à changer de gardien. La défense, Michael Nadé, qui est peut-être le moins pire des défenseurs centraux l'an passé, est toujours là, et du coup j'en profite pour le conserver aux côtés de Chico Lamba. Alors c'est aussi un choix que je fais, c'est de me dire que je trouve que Nadé offre plus de certitude défensive que Bernauer, qui lui est un très bon relanceur, mais défensivement je trouve qu'il est plus mitigé, donc voilà, Bernauer je le garde néanmoins en tant que troisième dans la hiérarchie des défenseurs centraux. En tout cas celui qui devrait s'imposer à ce poste là c'est Chico Lamba, recruté pour 6 millions d'euros cet été par Saint-Etienne à Arouca, international espoir portugais. Il était dans mon mercato idéal pour Lille, il a signé finalement en Ligue 2 à Saint-Etienne. J'adore ce joueur, c'est un défenseur central qui a encore des progrès, il a un bilan en stats qui est mitigé malgré tout, néanmoins il a fait un Euro Espoir très très bon avec le Portugal, il est très rassurant et tu sens qu'il a une marge de progression qui est très bonne, formé au Sporting, qui est quand même une école de formation reconnue partout en Europe, Gonçalo Inácio et j'en passe, Ousmane Diomandé, enfin bref, ils ont formé plein de défenseurs centraux, le fait aussi qu'à Sporting ils avaient un grand cru à ce poste là, ils ont laissé Chico Lamba partir libre à Arouca, il a explosé au Portugal, il est vendu 6 millions d'euros cette saison à Saint-Etienne et en Ligue 2 vous allez voir qu'il va faire une super bonne saison, je lui souhaite. Alors il y a encore des doutes, adaptabilité au championnat français, la barrière de la langue, etc. Il y a encore des interrogations, c'est évident, mais à mes yeux, sur du moyen long terme, c'est un très bon coup pour l'AS Saint-Etienne qui tient peut-être son nouveau taulier, en défense centrale. Au niveau du côté droit, du coup, Paul Joly devrait arriver à Saint-Etienne. C'était du moins les informations de Foot Mercato ces derniers jours. Finalement, j'ai vu que ça s'était refroidi. Alors moi, quand j'avais fait ce mercato idéal, du coup, j'étais parti du principe que Paul Joly allait arriver à la SSE. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. C'est un joueur qui a 2 très bonnes saisons en Ligue 2, une première avec Dijon à l'époque, une autre avec Auxerre il y a 2 ans où il avait fait une saison vraiment XXL quand Auxerre était remonté en Ligue 1. Cette saison en Ligue 1 il a été un petit peu barré par la concurrence du jeune Kijana Over, néerlandais très rapide, très explosif, qui a fait partie des bonnes recrues auxerroises et donc il s'est retrouvé vraiment mis de côté, même s'il avait débuté la saison dans la peau d'un titulaire.
Donc on a peut-être des doutes sur le fait qu'en Ligue 1 ça le fasse, en Ligue 2 par contre je suis sûr que ça va très bien le faire, c'est un joueur qui a quand même des qualités, qui est assez complet pour un latéral, et j'ai envie de vous dire à ce poste là il y avait Ivan Masson et Denis Sapia, donc à côté Paul Joly et Dani Alves, donc on peut très clairement partir là-dessus. Irvine Cardona lui a vu son option d'achat être assez logiquement levée, il a rendu de fiers services à l'AS Saint-Etienne sur ses 2 prêts consécutifs. Il est désormais définitivement lié à la SSE, je pense qu'en Ligue 2 ça devrait être un buteur assez prolifique. Donc je trouve ça intéressant, je le garde à son poste d'ailier droit où il est assez intéressant parce qu'avec sa formation de buteur il repique pas mal dans l'axe. Il peut offrir aussi des certains mouvements offensifs de Arneland qui par séquence joue à 2 devant, qui par séquence demande à un milieu de plus couvrir le côté. Donc voilà, il y a plusieurs mouvements et Cardona rentre complètement dans ce projet-là d'Arneland de le mettre sur le côté droit. Au milieu de terrain, un des seuls bons joueurs de la fin de saison à la SSE dans l'entrejeu, ça a été Florian Tardieu. Pas une valeur sûre, mais un joueur assez hargneux, qui a une certaine qualité de pied aussi, donc voilà, Tardieu, je le conserve avec toute son expérience dans l'entrejeu, et la recrue Mahmoud Jaber, sur lequel j'ai quand même quelques doutes. Je vais attendre de voir ce que ça va donner en Ligue 2. Pour l'instant, je l'ai mis en numéro 6 au poste de titulaire. 2 millions d'euros, je crois quand même, d'investissement sur le joueur qui arrive d'Israël, il me semble. Je ne me souviens plus de quel club il arrive. Donc voilà, donc il nous faudra quand même trouver 4 joueurs pour ce 11 type. Un latéral gauche titulaire, un attaquant gauche titulaire, un buteur titulaire et puis un milieu central pour épauler Mahmoud Jaber et Florian Tardieu. Jetons un coup d'œil sur le second type pour s'imaginer un petit peu de la profondeur de banc qu'il y aurait dans cette équipe stéphanoise. Brice Maubleu sera donc la doublure de Gauthier Larsonneur, ça ne bouge pas. En défense, Maxime Bernauer et le jeune Beres Owuzu qui était en prêt à Quevilly il me semble. Denis Sapia, je l'ai conservé, dans tous les cas je pense que Saint-Etienne ne parviendra pas à le vendre, au moins il apporte de l'expérience et puis dans tous les cas il sera doublure à ce poste là. Donc en Ligue 2, une saison de plus, il sera en fin de contrat dans 1 an. Je me dis au lieu d'aller chercher un nouveau latéral droit, je vais le conserver une année de plus en attendant aussi de voir ce que ça donne pour les autres joueurs. Bernauer est également capable de jouer latéral droit, donc voilà, je me dis pas grave de conserver Denis Sapia dans la profondeur de banc. Augustin Boakier qui, je pense, quand il sera défait de toutes ses blessures, a quand même une sacrée patte gauche, un profil assez authentique dans l'effectif stéphanois, donc j'espère qu'en doubleur de Cardona ça fera la maille, parce que je pense que c'est un joueur qui a quand même beaucoup à apporter à Saint-Etienne, et pour l'instant on reste encore sur notre fin. Alors il est capable de coups d'éclat par séquence, son doublé face à Reims, son but face à Nantes. Mais bon, on attend encore un petit peu plus de lui. Aymen Mouefek, c'est un peu pareil, des blessures qui plombent vraiment sa progression. Néanmoins, j'avais trouvé sa saison en Ligue 2 quand Saint-Etienne était remontée très intéressante. En Ligue 1, je reste encore beaucoup sur ma faim avec lui. Mais voilà, en tout cas, on peut repartir à la bataille avec ce joueur-là, qui sera du coup 4ème milieu de terrain peut-être dans la hiérarchie. Igor Miladinovic, qui lui était prêté en Croatie, il me semble, cette saison. Un prêt correct, où il a un petit peu joué, sans être non plus titulaire indiscutable. Il revient à Saint-Etienne, je le mets également dans la rotation, globalement un milieu à 3, on peut s'imaginer qu'on aura 6 milieux de terrain, et puis Ben Holt en ailier gauche doublure du coup, et devant Joshua Dufus qui arrive du coup de Brighton. On attend encore l'officialisation, mais globalement c'est fait, on l'a déjà vu avec les équipements du club, jeune attaquant de Brighton, qui a été signé, je n'ai pas souvenir du montant, mais en gros, il jouait très peu avec Brighton, il jouait surtout avec les jeunes, où il a marqué pas mal de buts, il a longtemps été considéré comme un grand espoir anglais. Un 20 ans, il tente le challenge en France à l'AS Saint-Etienne, en doublure de la future recrue qu'on aura en pointe. Donc voilà, on rajoute du coup à la liste des joueurs à aller chercher un milieu de terrain défensif en doublure de Mahmoud Jaber, ou plutôt pour le concurrencer, et puis un second latéral gauche avec et les départs de Petro et de Cornu. Donc voilà. Récapitulons du coup les postes ciblés, il y en a pas mal. Un défenseur gauche titulaire pour remplacer Léo Petro, un défenseur gauche doublure pour remplacer Pierre Cornu, donc tout ce secteur-là est à refaire, ça tombe bien, on va essayer d'avoir de bonnes idées pour enfin avoir des latéraux performants à Saint-Etienne cette saison. Un milieu défensif en doublure, alors malgré tout, quelqu'un avec une certaine fiabilité, parce que j'ai quelques doutes sur Mahmoud Jaber, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, un numéro 6 pour mettre en concurrence Mahmoud Jaber et avoir limite une sentinelle pure, parce qu'avec le départ de Lamine Famba, on va vraiment rechercher un vrai numéro 6 un peu à l'ancienne, assez grand, etc. Un milieu de terrain central titulaire, capable de se projeter davantage que Tardieu et Jaber, donc voilà, un milieu de terrain qui se projette pas mal, qui est à la fois relayeur, capable aussi de prendre un rôle un peu plus offensif que les deux autres joueurs qui vont l'accompagner au milieu de terrain. Un attaquant gauche titulaire pour remplacer
départ XXL de Zourico Davitashvili, et un buteur titulaire pour prendre la suite de Lucas Tassin à Saint-Etienne, et ce sera malgré tout une lourde tâche de remplacer tous ces bons joueurs qui ont fait les beaux jours offensifs de Saint-Etienne en Ligue 1, là où en défense, dans tous les cas, ça peut difficilement être pire de ce qu'on a vu cette saison en Ligue 1, donc voilà. Sans plus attendre, on va aller chercher notre latéral gauche titulaire. 2,5 millions d'euros d'investissement pour aller chercher un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 2 dans l'équipe type de l'équipe. Lorsqu'ils avaient sorti l'équipe type des révélations de la saison de Ligue 2, Zakaria Harris avait une place de luxe avec un autre latéral corse, c'était Arsène Kouassi que j'aimais beaucoup à Ajaccio. Zakaria Harris, lui, suit une progression logique, Dijon, Bastia où il a fait une saison vraiment XXL, donc parmi les meilleurs latéraux de Ligue 2, donc une certaine valeur sûre, ça tombe bien pour un projet comme Saint-Etienne qui veut très vite remonter et performer en Ligue 2, Zakaria Harris colle parfaitement au profil, il est jeune, je pense que la Ligue 1 dans un an c'est clairement atteignable pour lui, cette saison en Ligue 2 62% de duels gagnés, donc il gagne beaucoup de duels, il est très mobile, il est très fort dans ses interventions, globalement défensivement c'est une valeur sûre, on peut le dire. Offensivement, il se projette beaucoup, il a une grosse activité, enfin il se projette beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, donc voilà, il a une grosse activité, il fait les courses nécessaires. Globalement, dans sa passe ou dans sa dernière passe ou son avant-dernière passe, il y a des progrès à faire, notamment sa qualité de centre, qui reste encore un axe d'amélioration, mais globalement sur plein d'autres aspects, il surperforme, il surperforme par rapport aux autres latéraux de Ligue 2, et ce à seulement 21 ans. On avait vu ce que ça avait donné avec Dijon en National, il était vite monté en Ligue 2 parce qu'il avait rien à faire en National. C'est un joueur qui a vraiment qui a dominé les débats dans la 3ème division française. En Ligue 2, il a l'air encore d'être très performant, donc voilà, la suite logique, c'est un projet comme Saint-Etienne, qui vient de redescendre en Ligue 1, qui souhaite remonter illico presto, donc voilà. On va lui chercher une doublure, pareil, assez jeune finalement, mais qui représente un pari assez peu risqué, puisque c'est un joueur libre qui nous vient de Salzbourg, qui mise souvent sur des jeunes intéressants. On sait que le groupe Red Bull, c'est ça, ça vise à améliorer des jeunes joueurs, à les faire progresser, à les revendre cher. Daouda Guindo, lui, manque un petit peu de constance, c'est pour ça qu'à Salzbourg, il ne fait pas l'objet d'un gros transfert, comme son compère, par exemple, Samson Baidou, qui a signé à Lens pour 8 millions d'euros cet été. Lui est latéral gauche, il a malgré tout un gabarit assez... voilà, il est assez costaud, il a un gabarit, je crois qu'il doit faire 1m83, donc il est assez grand, donc je pense que même s'il y a une montée en Ligue 1, il peut assumer physiquement. Là où on a plus de doutes, c'est peut-être effectivement sur sa régularité, sa constance. Il est capable de faire des matchs où tu le vois assez omniprésent, faire des interventions assez hautes sur terrain, distiller des bons ballons à ses partenaires. Techniquement il est bon, il arrive facilement à conserver le ballon, donc ça c'est intéressant, même sous pression, donc c'est quelque chose que je juge assez intéressant avec lui, et le fait qu'il soit libre, je me dis, c'est un pari qui se tente, en tant que doublure, c'est un pari qui se tente. Imaginons Zakaria Harris se blesse, derrière tu seras content d'avoir Daouda Guindo plutôt qu'un Lassana Traoré par exemple qui vient d'arriver, là, qui a tout juste 18 ans, qui a aucune référence en Europe, là où Daouda Guindo il a quand même joué quelques matchs de assez bon niveau, je crois en Ligue des Champions, donc voilà, il sera attendu. Alors il n'était pas titulaire avec Salzbourg ces derniers mois, il s'est entraîné là avec Brest en Ligue 1, où il était un petit peu à l'essai, et il s'entraînait pour pouvoir assumer, pour pouvoir conserver le rythme physique. Et ben, je vais profiter de tout ça pour le signer, à seulement 22 ans, lui offrir un contrat de 2-3 ans à Saint-Etienne, donc voilà, il est libre, je pense pas que c'est un salaire immense, donc voilà, je saisis l'opportunité et je prends le risque. Daouda Guindo à Saint-Etienne. On poursuit avec notre fameux numéro 6 qui viendrait pour concurrencer Mahmoud Jaber, et je me tourne vers la Ligue 1 où Jean-Eudes Daoulou a quitté Angers un petit peu à la surprise des supporters. Il sort d'une saison vraiment très correcte en Ligue 1 où dans les périodes vraiment creuses d'Angers, c'était un des joueurs qui ressortait le plus. Il a une grosse expérience, Strasbourg, Monaco, Strasbourg, Angers, plusieurs saisons en Ligue 1 dont plusieurs vraiment intéressantes. Il est gaucher, il a un gabarit assez costaud, lui c'est une vraie valeur sûre en numéro 6 par rapport à un Mahmoud Jaber, donc à 31 ans ce serait un contrat court d'1 an à 2 ans, pas plus. Très bon récupérateur, au niveau des interventions, très très bon, donc il arriverait à chipper pas mal de ballons, à vraiment essuyer, à être le vrai métronome de cet entrejeu stéphanois, à faire le vrai rôle d'essuie-glace devant la défense en numéro 6. Ça tombe bien, c'était exactement ce profil qu'il me fallait. Il est libre de tout contrat, alors peut-être qu'initialement il souhaitait peut-être trouver un projet à l'étranger, mais ça fait déjà un mois qu'il a quitté Angers, pour l'instant il n'y a aucune rumeur à l'horizon pour lui. Donc voilà, à mes yeux c'est très fiable, autant pour la Ligue 2 que pour la Ligue 1 si Saint-Etienne est amené à remonter. Mais voilà, Jean-Eudes Daoulou, dans ce projet-là, je trouve qu'il y aurait une forme de cohérence, et la SSE a les moyens d'enregistrer sa venue. Donc voilà, j'en profite.
Jean Eudaoulou en tant que numéro 6 en doublure ou en concurrence de Mahmoud Jaber, c'est signé. Au milieu de terrain, je me suis fait un petit kiff. C'est un joueur que je suis déjà pas mal, que j'avais déjà envoyé dans mon mercato fictif du côté de Lorient, c'est Ryan Guilherme, qui est un génie incompris. J'ai beaucoup observé sa saison avec l'Udeliera en seconde division portugaise. Il a 22 ans, il est brésilien, il est assez grand, je crois qu'il doit faire 1m86 ou 1m87. C'est un joueur qui se projette beaucoup offensivement, là où Jaber et Tardieu sont plus amenés à avoir des rôles de repli, de relais, plus défensifs, là où Ryan Guilherme est capable de se projeter davantage offensivement. Je crois que cette saison, c'est 3 buts et 3 passes D avec l'Udeliera, et surtout, il a très bien fini la saison. Il a fait une saison qui est vraiment XXL, donc il appartient à l'UD Fortaleza, club brésilien qui visiblement et au grand regret des supporters du club ne compte pas sur lui. Alors moi aussi ça m'a surpris, ce qui fait que pour seulement 700 000 euros tu peux signer un crack brésilien qui vient de faire une super saison en deuxième division. Donc voilà, pour moi ce serait complémentaire du duo Jaber-Tardieu puisque c'est une solution plus offensive. Il a en plus de ça un gabarit, voilà, il est grand, il est costaud, donc voilà, c'est un profil, alors à moindre mesure d'un Pogba un peu plus offensif. Alors la comparaison est généreuse pour lui évidemment, mais voilà, c'est dans l'idée du profil, à savoir un joueur grand, il n'est pas fâché avec le ballon, il est même plutôt à l'aise techniquement et qui se projette beaucoup, qui fait beaucoup de courses vers le but. Donc voilà, Ryan Guilherme à l'AS Saint-Etienne, il nous vient du coup de Fortaleza où il n'est plus vraiment en odeur de sainteté là-bas. Donc voilà, des projections offensives intéressantes et puissantes, donc je signe Ryan Guilherme à Saint-Etienne, c'est signé. On poursuit offensivement avec une recrue pour remplacer Zurico Davitashvili et je vais me tourner vers les Pays-Bas pour aller chercher Jörg Schreuders. Donc pour seulement 1,5 million d'euros, ça représente évidemment une opportunité intéressante. Il a seulement 20 ans, alors s'il coûte si peu cher, c'est évidemment qu'il n'a pas encore passé le cap total où il brille en Eredivisie. Néanmoins, sur sa saison, il a progressé au fur et à mesure de l'année et je trouve ça intéressant également. Il est très bon à 1 contre 1, il est agile, c'est un bon dribbleur, il a le sens du but en plus. C'est-à-dire que peu importe où il se situe, il arrive toujours à bien se resituer, notamment avec son pied droit, pour pouvoir se mettre face au but. Donc c'est un joueur qui a une vraie progression linéaire. Il joue à Groningen, qui est quand même connu pour former de très bons joueurs. Arjen Robben. Il y a un autre jeune aussi de Groningen que j'avais envoyé à Nice, dans mon mercato idéal à Nice, qui s'appelle Stiger Hussink, qui est un très bon numéro 8. Jörg Schreuders, lui, est attaquant gauche. Alors il y a quelques doutes par rapport par exemple à un Daouda Guindo sur son gabarit. C'est vrai qu'il est assez frêle, alors a-t-il le niveau et l'intensité physique pour jouer en Ligue 1? Peut-être pas, mais ça tombe bien, Saint-Etienne est en Ligue 2, donc il aura le temps de se faire les dents en Ligue 2, de progresser. Je pense que techniquement, il peut vraiment se plaire dans ce championnat. Il résiste très bien à la pression, c'est-à-dire qu'il parvient à conserver le ballon même sous pression, donc ça je trouve ça très intéressant. Donc il doit encore progresser dans sa vision de jeu, dans sa vista. C'est vrai que je trouve que parfois il fait pas toujours les bons choix, mais ses qualités techniques, ses qualités de dribbleur, le fait qu'en 1 contre 1, tu sens qu'il est craint par les défenseurs adverses. Moi ça me plaît, et voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Ça rentre complètement dans la politique d'un jeune joueur qui peut progresser sur 2-3 ans à Saint-Etienne, et voilà, je trouve ça intéressant. Il a seulement 20 ans, donc Jörg Schreuders, je vais le chercher pour occuper le couloir gauche de mon attaque à Saint-Etienne. Et on conclut notre recrutement avec la recrue la plus onéreuse pour 4 millions d'euros. Il faut bien ça pour remplacer Lucas Tassin, et je me tourne vers encore une fois l'Eredivisie. Je trouve ça intéressant d'aller chercher deux joueurs originaires des Pays-Bas, parce que du coup ils seront pas tout seuls dans le vestiaire dans cette condition à arriver, c'est-à-dire que la barrière de la langue, vu qu'ils seront deux, ça peut les aider à s'intégrer dans le vestiaire stéphanois, donc je trouve qu'il y a une certaine logique derrière ça. Donc il est grand, 1m90, mais il est agile, c'est pas un simple buteur à l'ancienne, un peu comme Ibrahima Sissoko. C'est vraiment un joueur qui est amené à participer au jeu offensif, c'est ce que demande Eirik Horneland à ses attaquants. On l'a vu avec Lucas Tassin. Milan Smith me semble vraiment être le remplaçant idéal, surtout que j'ai vu que Saint-Etienne se penchait vers soit l'Eredivisie, soit la deuxième division allemande pour prospecter et trouver un remplaçant de Lucas Tassin si départ il y a. Donc il est capable d'être à la fois passeur et buteur. Niveau stats cette saison, c'est 4 buts et 3 passes décisives en Eredivisie, donc il est capable de jouer aussi ailier gauche, mais moi c'est vraiment en buteur que je le trouve le plus intéressant. Si on doit parler un petit peu du profil, ça me fait un petit peu penser à un Dalinga, un petit peu moins numéro 9 pur, un petit peu plus, qui participe un petit peu plus au jeu, moins bon aussi dans son jeu de tête. C'est un de ses axes de progression, c'est dans les duels aériens, il doit encore
progressé, il marque pas énormément de la tête, par contre il a un sens du placement intéressant, il est très à l'aise sur son pied droit, là où par exemple un Jörg Schreuders a globalement les deux pieds, il est assez ambidextre lui, c'est vrai qu'il est bien plus à l'aise sur son pied droit, et même quand il joue en pointe, il a tendance à être un petit peu sur le tiers gauche où il peut repiquer, c'est pour ça aussi qu'il a fait quelques matchs en tant qu'ailier gauche, mais voilà, 4 buts et 3 passes D en 29 matchs d'Eredivisie, ça permet de conserver une cote qui reste à portée de Saint-Etienne, 4 millions d'euros, je pense que c'est sa valeur assez réaliste, donc voilà, moi je signe Milan Smith pour remplacer notre ami Lucas Tassin, donc voilà, un profil un peu à la Dalinga qui peut s'intégrer un peu plus au jeu, qui peut correspondre à ce que demande Eirik Horneland, donc capable aussi bien d'être passeur que buteur, et ça me plaît, pour moi ça colle vraiment à ce qu'est un peu un Lucas Tassin quand il est arrivé, donc voilà. Jetons un coup d'œil du coup sur notre 11 type avec toutes les recrues qu'on a effectuées. Gauthier Larsonneur est dans les buts. J'ai évidemment quelques doutes. Michael Nadé, Chico Lamba en défense centrale. Ça, je trouve ça assez correct. Nadé a quand même quelques repères. Il sort d'une saison où c'est le moins pire de la défense stéphanoise en Ligue 1. Chico Lamba, lui, arrive avec plein d'espoir, plein d'avenir, joueur très prometteur. Zakaria Harris, Paul Joly arrivent avec respectivement 2 saisons très bonnes dans les jambes. Paul Joly, 2 saisons en Ligue 2. Zakaria Harris, une bonne saison en Ligue 2 et une bonne saison en National. Donc c'est des joueurs qui ont des repères dans l'antichambre du football français et ça me plaît. Pour moi, on a répondu à ce problème des latéraux à l'AS Saint-Etienne. Offensivement, on a le trio offensif Jörg Schreuders, Milan Smith, les deux néerlandais et Irvine Cardona, qui lui a un peu plus d'expérience, qui connaît la Ligue 2, qui connaît très bien le football français. Donc voilà, Irvine Cardona qui je pense peut planter pas mal de buts cette saison, là où peut-être Milan Smith aura peut-être un temps d'adaptation comme Jörg Schreuders, à voir. Ryan Guilherme au milieu de terrain, pour moi c'est la plus belle trouvaille de ce mercato idéal, c'est un joueur que j'adore, qu'il faut vraiment surveiller parce que je pense que ça marcherait réellement en Ligue 2 avec Saint-Etienne. C'est un joueur très technique qui peut beaucoup apporter. Pour l'accompagner, l'expérience de Florian Tardieu, qui pareil, lui a aussi pas mal de bouteilles. Et puis Mahmoud Jaber en numéro 6, qui sera une de mes interrogations cette saison à Saint-Etienne, parce que je connais très peu le joueur. Donc s'il y a des Stéphanois là qui regardent cette vidéo et qui ont vu un petit peu ce que ça donnait en match amical, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vous avez l'habitude. Donc voilà. Jetons un coup d'œil désormais sur le second 11 type de Saint-Etienne, encore une fois pour s'imaginer la profondeur de banc. Brice Maubleu est là avec Maxime Bernauer et Beres Owuzu, Denis Sapia sur le couloir droit, Daouda Guindo sur le couloir gauche de la défense, donc voilà, tout ça c'est des doublures, donc je trouve il y a quand même de la qualité, il y a de quoi faire. Au milieu de terrain, Jean-Eudes Daoulou va être là pour concurrencer Jaber, Aymen Moefek pour concurrencer un Ryan Guilherme ou un Florian Tardieu. Un petit peu plus loin derrière dans la hiérarchie, je pense qu'il y a Igor Miladinovic qui peut gratter quelques minutes à droite et à gauche cette saison en Ligue 2. Augustin Boakier qui peut avoir un vrai rôle dans la rotation offensive de l'AS Saint-Etienne à condition qu'il ne soit pas blessé. Pour moi c'est un profil dont ne dispose pas l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire que c'est le seul joueur voilà, comme ça, gaucher, capable de rentrer sur son pied gauche, capable de jouer numéro 10, capable de jouer ailier droit, avec une telle qualité justement de pied, à savoir capable d'enrouler des ballons. Bref, pour moi il est assez complet ce genre-là, faut vraiment qu'il ne soit plus baissé et qu'il ne soit plus blessé et qu'il parvienne à être d'autant plus régulier. Ben Holt, lui, je me pose des questions. Je l'ai gardé néanmoins dans la rotation au poste d'ailier gauche en sachant que derrière j'avais Gillian Nguessan parce que Ben Holt, j'ai quelques doutes néanmoins sur ce joueur-là. Est-il réellement si prometteur que ça? On va voir. Joshua Dufus, on va voir aussi ce que ça va donner. Jeune espoir anglais. On se souvient par exemple d'un Josh Madja à l'époque de Bordeaux où il avait fallu quelques saisons, mais en Ligue 2 il était parti sur une saison à 15 buts, donc c'était intéressant. Joshua Dufus qui lui du coup, vu que Saint-Etienne va recruter pareil un joueur en provenance d'Eredivisie, etc., peut grappiller du temps de jeu face à Milan Smith. Je me fais pas trop de soucis, mais voilà, il y a quand même pas mal de jeunesse dans cet effectif et c'est ça que je trouve intéressant. Mélange de jeunesse avec aussi quelques cadres, Tardieu, Aoulou, Nadé, donc voilà, je trouve ça intéressant. Apia également. Donc voilà, ce mix entre jeunesse prometteuse et expérience. Et puis j'ai gardé quelques jeunes, notamment le jeune Gadek Bekou que j'ai trouvé bon en numéro 6 lors de la préparation stéphanoise. Le gardien Touré est là, Aymar, et puis aussi El Jamali au milieu de terrain qui peut grappiller du temps de jeu. Donc voilà, ça c'est en bas à droite, c'est les tout jeunes joueurs qui peuvent également postuler à quelques minutes à droite à gauche cette saison en Ligue 2. Tirons du coup un bilan du recrutement. Au total c'est 12 arrivées en cumulé, donc je compte toutes les arrivées qui ont eu lieu également, les levées d'options d'achat. C'est 25,2 millions d'euros de dépenses transferts, je compte là-dedans l'option d'achat de Ekwa, le transfert de Chico Lamba, le transfert de Paul Joly.
tout est compris, 25,2 millions d'euros au total de dépenses transferts. On est allé chercher des jeunes joueurs à valoriser, donc ça c'est intéressant. Milan Smith, il fait une bonne saison, imaginons en Ligue 2, puis une bonne saison en Ligue 1, tu peux le vendre pareil que Stassin pour 20 millions. Jörg Schröder, c'est pareil. C'est des joueurs qui sont dans une dynamique très positive, où ils sont en train de progresser de saison en saison. Et pour moi, le fait que Saint-Etienne dispose de joueurs comme ça à faire progresser en son sein, je trouve ça intéressant. On a aussi un petit peu de fiabilité, Nadé, Aoulou, Tardieu, Paul Joly, qui sont pour moi des joueurs assez clés, assez cadres et qui peuvent être les repères pour tous ces jeunes joueurs-là. Et puis on a vendu des joueurs à prix fort, donc David Tachvili, Stassin, donc quasiment au pic de leur valeur marchande, ou des joueurs en fin de cycle, pour lequel Saint-Etienne, dans tous les cas, ne comptait plus et qui aurait plus fait de mal qu'autre chose dans le vestiaire, puisqu'il s'essoufflait un peu dans ce projet-là. Donc voilà, pour moi, on a plutôt respecté les objectifs qu'on s'était fixés en début de Mercato. Donc voilà, j'espère que cet épisode bonus du Mercato idéal à Saint-Etienne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.